m'appelle Mathias Reusch, je vais commencer par me présenter. Je suis instructeur sur avion léger depuis 4 ans et puis maintenant depuis 2 ans, je travaille également dans une compagnie aérienne qui s'appelle EasyJet à Genève. Et donc si je suis là aujourd'hui, c'est à la demande de Raymond Piccoli, donc j'aimerais le remercier au passage, puisque en fait on a eu l'occasion de faire plusieurs vols ensemble à l'aéroclub à Coltine, à Saint-Flour, et puis donc c'est lui qui m'a proposé de venir. Voilà, donc j'aimerais le remercier, avec l'ensemble des organisateurs également. Donc aujourd'hui, le titre de ma conférence, c'est donc de reconnaître les avions de ligne et les phénomènes atmosphériques associés. Alors au-delà de ça, en fait, pour moi, l'objectif, c'est vraiment de vous faire comprendre certains phénomènes qu'on peut rencontrer en aviation de ligne. Donc par exemple les traits de condensation, on va voir plein d'autres exemples. Et souvent, les gens ont pas mal de préjugés ou d'idées reçues à ce sujet. Donc j'aimerais simplement qu'à la fin de cette conférence, vous ressortiez d'ici avec un petit peu plus de connaissances concernant ces phénomènes. Voilà. Donc on va commencer. Ça va se présenter comme ça. Je vais d'abord... en fait, j'ai pris le déroulement d'un vol standard avec un décollage, une montée initiale. On va parler un petit peu des phénomènes qu'on peut rencontrer en croisière. Et enfin, tout ce qu'on peut trouver pendant l'approche, l'atterrissage. Et donc, plein de phénomènes météo également. Des problèmes qu'on peut avoir en aviation de ligne qui vont nous empêcher de décoller ou d'atterrir. Donc tous ces sujets-là, surtout n'hésitez pas à m'arrêter si vous ne comprenez pas, à poser des questions. À la fin, on aura pas mal de temps pour en discuter ensemble et puis aborder d'autres thèmes peut-être qui vous tiennent à cœur. Mais avant ça, j'aimerais qu'on aborde quelques ordres de grandeur concernant l'aviation de ligne. Par exemple, vitesse de décollage, vous avez une idée en km/h? 250, un petit peu moins quand même. D'autres idées? Ouais, voilà, aux alentours de 200 km/h. Oui, c'est vrai, oui, bon, 200-270 km/h. Nous, on compte en nœuds en aviation, ça c'est un héritage de la marine. C'est pas pour rien qu'on appelle ça l'aéronautique. Donc, il y a beaucoup d'unités, de termes qui sont empruntés à la marine. Donc voilà, nous on compte en nœuds, simplement, pour passer des nœuds au km/h, vous multipliez par 2, vous enlevez 10% du résultat. Pour faire un petit peu de mathématiques. Vitesse de croisière, une idée? 600. Un peu plus? Ah, 800. 800, oui, voilà, 800 km/h. 450 nœuds, environ. Une altitude, également, en kilomètres? 12 000, alors je vois qu'il y a des... Oui, voilà, 12 000 mètres, du coup. Donc ça nous fait entre 30 000 et 40 000 pieds, voilà, 9 à 12 km. Là, c'est surtout le type d'avion et la masse qui va influer. Donc plus on est lourd, moins on peut monter haut. C'est assez logique, hein, jusque-là. Je pense que c'est pareil en hélicoptère, Philippe pourra vous le dire. Vitesse d'atterrissage? 180. Ouais, alors c'est en fait similaire aux vitesses de décollage. Donc même chose, hein, 200 à 270 km/h. Là aussi, plus on est lourd, plus il faut aller vite pour avoir la portance nécessaire pour maintenir le vol pendant la phase d'atterrissage. Alors pourquoi un avion vole? Donc là, je vais essayer de rester succinct, de vous expliquer ça en 2 minutes. C'est des phénomènes aérodynamiques complexes, mais en fait, on peut l'expliquer de manière tout à fait simple. Voilà une aile, c'est à cette forme-là. Cette aile, quand l'avion se déplace dans l'air, il va y avoir donc un écoulement de l'air à quelques centimètres au-dessus et en dessous. Cet écoulement va être laminaire, donc parfaitement linéaire, au-dessus et en dessous, à quelques centimètres de l'aile. Par contre, l'air qui va arriver juste sur le devant de l'aile, qu'on appelle le bord d'attaque, va être dévié. Et du fait de cette déviation, on voit qu'en fait, ça a la forme d'un convergent divergent en physique. Donc c'est simplement un rétrécissement et ensuite de nouveau une ouverture. Voilà. Alors vous avez tous certainement déjà mis le doigt au bout du tuyau d'arrosage dans votre jardin. C'est exactement le même phénomène. Quand on met le doigt au bout du tuyau, qu'est-ce qui se passe? L'eau accélère. L'eau est projetée plus loin, hein, vous êtes d'accord avec ça? Donc là c'est la même chose, l'air va être accéléré sur le dessus de l'aile. De ce fait, du fait de l'accélération de l'air, il va y avoir une dépression qui va se former sur le dessus de l'aile. Cette dépression, ça va aspirer l'aile vers le haut et ça crée une force qu'on appelle la résultante aérodynamique qui est là. Souvent on décompose ça en 2 forces distinctes qui sont la portance, qui permettent à l'avion de voler, et la traînée,
qui l'empêche d'avancer. Donc c'est pour ça qu'il faut donc un moteur pour pouvoir avancer dans l'air. Ça va? Pas trop compliqué en fait, non? Voilà, donc on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Donc le thème, je vous rappelle, c'est donc reconnaître les avions de ligne, pardon. Donc je vous ai pris donc une photo d'un avion de ligne avec différents feux et phares qu'on peut voir. C'est exactement les mêmes que vous reconnaîtrez dans un ciel de nuit. Il y a déjà les feux anti-collision. Donc j'ai mis feu au pluriel mais une seule flèche parce qu'en fait il y en a un dessous. On voit la lumière rouge sur le tarmac. Donc ça c'est un feu qui clignote, c'est un peu le même style qu'un gyrophare, qui permettent principalement d'indiquer au personnel au sol qu'on va mettre en route. C'est-à-dire que les pilotes vont l'allumer avant de mettre en route les moteurs et vont le couper après l'extinction des moteurs. Donc c'est simplement un signal comme quoi il faut s'éloigner de l'avion, des réacteurs. On va voir ce qui se passe après si vous vous situez derrière un avion qui décolle, c'est pas très rigolo. Il y a également des feux de navigation, un feu vert à droite, un rouge à gauche. Donc ça aussi c'est comme en bateau, c'est la même chose, même convention. Si vous ne vous souvenez plus lequel est de quel côté, sachez que le rouge c'est la couleur du communisme, donc il est à gauche. Voilà. C'est assez facile. Dans le vert, il y a le T2 qui bord. Oui, exactement, sinon, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la politique, ça marche aussi. Et après, vous avez également des strobes. Donc ça, ils ne sont pas représentés sur la photo parce qu'on va les allumer uniquement une fois alignés sur la piste jusqu'à après l'atterrissage quand l'avion aura quitté la piste. C'est des feux stroboscopiques blancs qui sont très éblouissants, qui clignotent également. Donc ça, on le voit très très bien dans le ciel, la nuit aussi. On voit principalement les strobes et les feux anti-collision. Et après, il y a toute une panoplie de phares de décollage, d'atterrissage qu'on va allumer uniquement pour ces phases-là, qui permettent aux pilotes de regarder devant, de voir ce qui se passe tout simplement. Alors, petit aparté, souffle des réacteurs. Voilà ce qui se passe si vous vous situez derrière un réacteur d'avion. C'est un aéroport qui se situe dans les Antilles, ça s'appelle Saint-Martin, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent. La particularité, c'est que la piste donne directement sur la plage, et il y a toujours des petits rigolos qui se mettent derrière les barrières, et voilà ce qui va se passer. Voilà, donc ça peut faire très mal, comme vous voyez. Bon là, en l'occurrence, il ne s'est pas passé grand-chose, mais simplement pour vous prévenir, derrière, encore c'est un petit avion, si vous mettez un 747, c'est encore bien pire. Il y a plein de vidéos sur Internet, avec des camionnettes qui passent derrière, des camions de pompiers, ça a un souffle vraiment énorme. Alors qu'est-ce qui va nous empêcher de décoller? Plusieurs choses. Le brouillard, par exemple, ça c'est une photo que j'ai prise à Orly il y a quelques semaines. Alors pour ceux qui ont des bons yeux, on voit un avion dans le brouillard aligné sur la piste. La photo a été prise juste avant la piste. Bon, c'est pas facile à voir ici sur la photo. Donc il nous faut au minimum 125 mètres pour pouvoir décoller. Parce que contrairement aux atterrissages, le décollage se fait toujours par le pilote. Donc il est obligé de voir quelque chose dehors pour pouvoir diriger l'avion sur la piste. Donc 125 mètres, c'est vraiment pas grand chose. Ce qui va nous aider, c'est des balises lumineuses qui seront le long de la piste et sur l'axe de piste, qui permettent de distinguer beaucoup mieux en fait la direction à suivre. On a également une limitation de vent de travers, c'est à peu près 50 à 70 km/h. S'il y a trop de vent latéral, on ne va pas pouvoir décoller. Et puis il faut que l'avion soit libre de tout dépôt de neige ou de glace et la piste déblayée. Donc là on va arriver en hiver. Si vous prenez l'avion, que votre avion a 2 heures de retard, sachez que la compagnie n'y est pour rien, les pilotes n'y sont pour rien, c'est simplement que ça prend beaucoup de temps de déblayer les avions. En fait, on va appliquer un produit d'abord de dégivrage, ensuite d'anti-givrage, qui empêchera la neige d'adhérer sur les surfaces, puisque l'avion doit être complètement libre de tout dépôt sur les ailes pour décoller. Ça va vraiment dégrader fortement les performances aérodynamiques, donc c'est pour ça qu'on va mettre un produit qui empêche l'adhérence de la neige. Et puis également, et vous imaginez bien que pour déblayer une piste de 4 km de long sur 45 mètres de large, il faut du temps. Donc voilà pourquoi. Souvent, il y a beaucoup de retard l'hiver qui dépendent de la météo. Voilà. Ah, il y a même des vaches ici, donc. Donc le décollage peut être impossible sous certaines conditions météo, comme je vous l'ai dit. Au niveau de la croisière,
Alors voilà, c'est un site que vous connaissez peut-être qui s'appelle Flight Radar 24. C'est entièrement gratuit, on le trouve sur internet très facilement. Et ça permet de voir le trafic aérien en temps réel sur toute la planète. Donc là en l'occurrence on voit très bien sur la France. Donc ça c'était le 13 octobre à 17h40. Vous voyez qu'il y a pas mal de trafic. Il y a également on voit très bien les grands aéroports, Toulouse, autour de Paris, Genève, Marseille, Nice ici. On voit qu'il y a beaucoup plus de trafic qu'à d'autres endroits. Voilà, donc en fait sur ce site vous pouvez voir vraiment plein d'informations en temps réel. Vous pouvez cliquer sur un avion, vous aurez des informations sur l'altitude, la vitesse, d'où il vient, où il va, l'âge du capitaine, tout ce que vous voulez, voilà. En l'occurrence, l'image, je vous la montre parce qu'on voit sur cette capture d'écran que les avions sont alignés en fait. Vous voyez, ils se dirigent sur des routes aériennes. Donc là, par exemple, vous avez un alignement, un autre ici, entre la Corse et Nice. Puis là, vous en avez 3 qui vont sans doute à Barcelone, dans le sud de l'Espagne. La route, elle passe à peu près par ici. Donc tous ces avions, ils se situent sur des routes aériennes. Voilà par exemple un exemple de carte. On voit très bien, c'est des balises au sol qui émettent un rayonnement électromagnétique. Dans l'avion, on a de quoi le recevoir. Et donc on va se diriger de balise en balise, tout simplement. Et aujourd'hui, les systèmes de navigation sont tellement précis que les avions se situent vraiment à quelques mètres près, exactement sur les mêmes routes. Donc vous imaginez bien qu'avec le trafic qu'il y a en Europe, ça peut créer beaucoup de problèmes d'évitement de collision. Donc en fait, ce qui va se passer, parce que ces routes sont à un double sens la plupart du temps, donc pour croiser les avions, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer verticalement de 1000 pieds, c'est-à-dire 300 mètres. Donc les avions sont séparés de 300 mètres verticalement, et il y a assez souvent des croisements. Donc là, je vais vous montrer 2 petites vidéos, c'est assez impressionnant, avec la vitesse de rapprochement, donc 800 km/h 2 fois, donc 1600 km/h de vitesse de rapprochement. On voit l'avion qui arrive ici avec la traînée de condensation. Donc là, il y a 300 mètres entre les deux. Voilà, donc effectivement, vous voyez très bien qu'ils sont parfaitement alignés à quelques mètres près, exactement sur la même route. Voilà, j'en ai une deuxième ici. Là, c'est un croisement convergent avec un A340. Belle traînée de condensation également derrière, je vais y venir justement. Donc on voit très bien les détails sur l'avion, c'est assez impressionnant. Donc ça, c'est le travail des contrôleurs aériens, d'espacer les avions verticalement. Ils nous donnent donc des clairances, on doit voler à telle altitude exactement, par exemple à 36 000 pieds. Et donc si on reste à 36 000 pieds, il ne peut rien se passer, puisque les croisements se feront par exemple à 35 000 et à 37 000 au-dessus de nous et en dessous de nous. Voilà. Alors traînée de condensation, justement, je vous en parlais dans l'introduction. Donc on entend beaucoup de bêtises sur Internet, notamment que les avions répandent des produits chimiques pour calmer les populations, plein de bêtises comme ça. Donc soyez rassurés, ce n'est que de la vapeur d'eau, principalement. Donc voilà, il y a des très belles photos qu'on voit ici. Je vais vous expliquer le phénomène juste après. Donc c'est simplement comme votre voiture, quand vous la mettez en route l'hiver, quand il fait froid, vous voyez qu'il y a de la fumée, entre guillemets, qui sort du pot d'échappement. Donc c'est simplement la vapeur d'eau dans la combustion du moteur qui va être ajoutée à la vapeur d'eau déjà contenue dans l'air en dehors de votre voiture. Ça va saturer, donc ça va commencer à condenser et ça va former des petites gouttelettes visibles, de l'eau liquide, des petites gouttelettes d'eau liquide visibles. Donc c'est ça, en fait, la fumée que vous voyez. On appelle ça de la vapeur, mais en fait, la vapeur est transparente, donc c'est vraiment de l'eau liquide, comme un nuage. Là, c'est exactement le même phénomène. On brûle dans les réacteurs du kérosène et du dioxygène, et ça va nous fabriquer de la vapeur d'eau, du CO2 et d'autres résidus de combustion. Voilà. Alors souvent, ces traînées de condensation en fait, se forment à des altitudes assez élevées, vous voyez, supérieures à 10 km. En fait, il faut que l'air soit froid. Plus l'air est froid, moins il peut contenir de vapeur d'eau. Donc, plus rapidement, ça va condenser et former des nuages, tout simplement. Donc, c'est ce qui se passe. À moins 40 degrés, vous pouvez avoir des traînées de condensation. Souvent, elles disparaissent vraiment quelques secondes après le passage de l'avion, sont sublimées de nouveau. Parfois, elles restent plus longtemps, ça va dépendre beaucoup des propriétés de la masse d'air. Si vous avez de l'air froid, polaire qui descend, souvent
c'est annonciateur de température plus fraîche au sol également. Mais vous pouvez voir dans le ciel déjà des traits de condensation qui restent plus longtemps. Donc ça va être synonyme de changement de masse d'air. Donc vous pouvez attendre dans les prochaines heures ou prochains jours un changement de température, tout simplement. Donc souvent, ce qui se passe en altitude permet de déduire des choses qui vont se passer au sol un peu plus tard. Voilà, donc pour info, un litre de carburant, ça fait quand même un litre d'eau. Hein. Donc ça fait des quantités assez importantes d'eau qui se trouvent dans ces traînées de condensation. Voilà. Alors, à ne pas confondre avec les traînées de dissipation, ça c'est un autre phénomène qu'on trouve à des altitudes un peu plus basses, ça fait des belles photos, beaucoup plus rares. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, parfois ici on voit qu'il y a comment dire, le nuage est coupé en deux en quelque sorte. Donc ça c'est un avion qui est passé là. Là aussi on a une très très belle, comme ça. Ça c'est une photo que j'ai prise il n'y a pas très longtemps également en allant sur Porto. Donc il y avait un nuage ici, un avion qui est passé devant nous et qui a donc dissipé le nuage ici. Ça s'il y a des altitudes plus basses, en fait ce qui se passe c'est que l'air chaud des réacteurs, donc enfin après le passage de l'avion, l'air est réchauffé derrière le réacteur, donc il est capable d'absorber plus d'eau. Donc les gouttelettes d'eau liquide vont redevenir de la vapeur. Voilà, donc c'est exactement le phénomène inverse en fait, que vous trouvez à des altitudes plus basses. C'est beaucoup plus rare à observer. Voilà pour ça. Alors aux altitudes de croisière, la température extérieure elle avoisine les moins 55, ça peut aller jusqu'à moins 70 parfois, même sous nos latitudes, hein, sans souci. Il y a peu de phénomènes météo qui vont nous déranger, à part les orages, les courants de jet. Alors par exemple, les orages ici, assez fréquents surtout l'été, qui montent au-dessus de nos altitudes de croisière, ça reste un phénomène très dangereux pour l'aviation de ligne. Donc il va falloir faire des évitements de ces orages. Donc on ne pourra pas rester sur ces fameuses routes aériennes, il faudra dévier avec l'accord des contrôleurs. Les courants de jet, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des courants de vent très très forts qu'on trouve en altitude. Là par exemple, vous voyez, c'est des écrans de navigation qui sont devant le pilote. On se situe ici dans le sud de l'Italie, on devine la boîte de l'Italie. Là c'est la Croatie, la Grèce. Et ici en haut de l'écran, on voit la direction et la force du vent. Donc j'arrive pas à lire d'ici, mais c'est quelque chose comme 290 degrés à 118 nœuds, ou 112 nœuds. Donc ça fait plus de 200 km/h de vent. Alors là, il n'y avait pas la moindre turbulence. Donc c'est vraiment de l'air qui est parfaitement laminaire et qui peut souffler très très fort. Parfois, quand il y a des variations de direction ou d'intensité du vent, même faibles, hein, juste quelques km/h ou quelques degrés de variation, là ça va turbuler par contre, et vraiment très fort. Il faudra descendre, essayer de trouver un niveau de vol plus confortable. Alors troisième phase, l'atterrissage. Donc là on a un petit peu les mêmes problématiques au niveau du brouillard. Là il nous faut plus de 75 mètres pour atterrir en atterrissage automatique. Alors en fait, depuis les années 80, les avions de ligne, certains avions de ligne sont capables d'atterrir de façon parfaitement automatique, c'est-à-dire sans l'intervention du pilote. Les pilotes vont juste surveiller le système et dès qu'il y a la moindre erreur, vont pouvoir remettre les gaz et essayer de trouver la solution au problème, ou alors aller sur un aéroport où la météo est meilleure. Donc c'est un système qui est basé sur une balise au sol, au niveau de la piste, qui va émettre également un rayonnement électromagnétique. Dans l'avion, on a de quoi le recevoir, et on va pouvoir faire une approche comme ça. C'est très très précis, hein. Là j'ai une petite vidéo pour montrer ce que ça peut donner. Ah mince, ça n'a pas l'air de marcher. Ah si, voilà, parfaitement. Donc on rentre dans le brouillard ici. On est à peu près à 500 pieds, malheureusement il n'y a pas la bande son. Donc c'est souvent en hiver, on voit ça, hein, du brouillard à basse altitude avec un anticyclone d'hiver. Donc là l'avion va atterrir tout seul, vous allez bientôt voir la piste. Toujours rien. C'est assez bluffant, hein. On commence à voir une lueur. Voilà les lampes de la rampe d'approche. Donc ça, c'est pas encore la piste, c'est des lumières qui sont juste avant. Les lumières vertes qui matérialisent le début de la piste. Et enfin la piste juste derrière. Vous voyez, on voit absolument rien, hein. C'est comme dans un hammam. On se demande où on est, hein. Et l'avion atterrit exactement sur l'axe de piste,
au bon endroit. Donc c'est vraiment bluffant. Alors tous les aéroports ne sont pas équipés, tous les avions non plus. Il faut que les équipages soient entraînés. Donc c'est pour ça que parfois vous avez du brouillard sur certains aéroports et vous ne pouvez pas vous poser, donc vous allez devoir dérouter, aller à un autre endroit. Donc c'est souvent désagréable pour les passagers. Oui monsieur, une question? Quelle est la capacité pour les avions de ligne normaux de se dérouter? Quel temps de vol ils ont en matière de carburant, en matière de distance, etc. pour se dérouter, pour le déroutement, d'accord. Par rapport à un orage ou par rapport à des conditions d'atterrissage? Alors ça, tout dépend c'est la décision du pilote au moment de la préparation du vol. En fonction des prévisions météo qu'on a à destination, on va décider combien de carburant on prend en plus, soit pour attendre que la météo s'améliore, soit pour directement aller ailleurs, donc sur un autre aéroport où il faut que la météo soit bonne, bien sûr, les prévisions soient bonnes sur cet autre aéroport. Donc ça va dépendre de ça. Souvent on emmène un petit peu pour pouvoir attendre sur place, avant de prendre une décision, attendre 10-20 minutes sur place, avant de partir ailleurs. En Europe, c'est jamais vraiment un problème, il y a des aéroports partout, donc il n'y a pas besoin, on n'est jamais limité par rapport à ça. Par contre, sur du long courrier où les avions sont très lourds au décollage, on est limité par rapport à la capacité des réservoirs, tout simplement. Donc on ne peut pas en prendre plus que le plein. Donc on va partir, on va aller à destination, souvent en plus c'est des vols de 10-12 heures, donc les prévisions à 10-12 heures, vous savez ce que c'est. Donc on va arriver sur place, et puis là par contre ça va être beaucoup plus juste au niveau d'un déroutement éventuel. Surtout si vous allez par exemple en Afrique, où il y a moins d'aéroports bien sûr que chez nous. Du coup, il faut bien calculer, bien voir, choisir la meilleure option, actualiser la météo au fur et à mesure du vol. S'il faut même se poser ailleurs, refaire le plein et repartir, ça peut arriver. Voilà. Mais dans tous les cas, même si vous déroutez vers un autre aéroport, l'avion doit se poser avec 30 minutes de réservoir dans les ailes, de carburant dans les ailes, pardon. Ça, c'est une réserve réglementaire. À partir du moment où on entame cette réserve, les pilotes vont déclarer un Mayday, donc ils auront la priorité à l'atterrissage. Mais dans les calculs d'emport de carburant, on ne touche pas à cette réserve, c'est-à-dire qu'on emmène de quoi aller à destination, peut-être attendre, aller à notre déroutement et se poser avec encore 30 minutes dans les bidons. Voilà, donc c'est vraiment très, très cadré. Hein. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui. Oui, non, je pensais aux orages, ils peuvent faire quelle dimension sur le déroulement de plusieurs dizaines de kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres? Oui, tout à fait, ouais, ouais. Alors surtout, si encore sur nos latitudes ça va, mais si vous allez du côté de l'équateur, vous avez parfois vraiment des contournements énormes à faire. Donc ça peut être un problème, absolument, ouais. Absolument. Alors je vais y revenir un petit peu après à les atterrissages dans les orages. C'est quelque chose, j'ai une petite vidéo à vous montrer également. C'est assez impressionnant. Voilà. Il y a également une limitation de vent de travers, j'en ai pas encore parlé. Donc 50 à 70 km/h en fonction des types d'avions. Là on voit un 747 à l'aéroport de Hong Kong qui est maintenant fermé, qui était réputé pour son vent de travers. Alors là vous avez des vidéos autant que vous en voulez à foison sur internet, donc je vous en ai même pas mis. Hein. Les orages justement, donc on y vient. Ça c'est une photo que j'ai prise il y a 2 semaines en allant à Catagne en Sicile. Donc vous voyez ici l'aéroport. Ça c'est l'avion. C'est donc l'écran de navigation. Vous voyez qu'il y a plein de couleurs, je vais y venir. Ça c'est la même photo prise en fait en regardant dehors. Donc on voit que c'est quand même assez noir. Hein. Les couleurs ici, c'est l'image que nous rend le radar météo. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une antenne qui est dans le nez de l'avion, qui va émettre un signal. Ce signal va être réfléchi par les gouttes d'eau et va revenir en fait vers l'avion. Plus le signal qui revient est fort, plus il y a de gouttes d'eau, tout simplement. Donc plus l'intensité de l'orage est importante. Ici on voit en vert c'est des précipitations qui sont faibles. Jaune c'est déjà un peu plus intense et rouge c'est vraiment de la pluie très forte. Donc là on voit 3 cellules orageuses qui sont vraiment juste derrière l'aéroport puisque l'aéroport est ici. Donc là en l'occurrence on a pu atterrir sans trop de soucis. Par contre si l'orage se trouve sur la piste, voilà ce que ça peut donner. Donc ça c'est sur le même principe en fait de radar météo. On voit donc ça c'est un radar du centre météo, c'est aux États-Unis, à Memphis. On voit les avions qui atterrissent ici et on voit l'orage qui approche. Donc ici on voit déjà que les avions contournent. Voilà, et l'orage arrive sur l'aéroport.
vous voyez tout de suite les avions qui vont faire demi-tour parce qu'ils ne peuvent plus se poser. Donc ici, il y en a qui attendent. Ici, il y en a un qui n'a pas assez de carburant pour attendre, qui va directement à son aérodrome de dégagement. Voilà, donc ça arrive quand même assez fréquemment, des orages sur les aéroports. Alors d'autres phénomènes qu'on peut trouver justement en phase d'atterrissage pour les avions de ligne. Si vous habitez près d'un aéroport, vous avez peut-être déjà vu ça. Donc c'est par temps très humide, il y a de la condensation qui peut se former sur les ailes. Voilà à quoi ça peut ressembler. C'est assez joli, hein. Là aussi, j'ai lu pas mal d'âneries, comme quoi les avions de ligne en fait se délestent de leur carburant avant l'atterrissage. Donc ça a été souvent mépris pour ça dans la croyance populaire. Donc soyez rassurés, là aussi c'est juste de la vapeur d'eau qui se forme sur le dessus des ailes par temps humide. Donc il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'humidité en l'air. C'est exactement le même principe que quand vous ouvrez votre bouteille de champagne. Vous voyez parfois un petit filet de vapeur, comme on dit. Alors qu'en fait, c'est des petites gouttelettes d'eau qui se forment au moment où vous débouchez votre bouteille, vous diminuez la pression. Donc c'est ça qui va entraîner la condensation de l'eau. Souvenez-vous, sur le dessus de l'aile, on a une dépression. C'est ce qui fait voler l'avion. Donc c'est exactement ça qui se passe. On a une dépression, donc l'eau condense, parce qu'elle est déjà très humide. L'air est déjà très humide, donc ça va entraîner cette condensation. Un autre phénomène qui peut être assez joli à regarder, donc c'est les phénomènes de turbulence de sillage. Je reviens sur la diapo avant. On a une dépression sur le dessus, une surpression sur le dessous. L'air a toujours tendance à aller des surpressions vers les dépressions. C'est comme quand vous utilisez un ballon de baudruche. Si vous ne fermez pas l'embout, l'air va ressortir parce qu'il est en surpression dans le ballon. Là, c'est la même chose, sauf qu'en bout d'aile, en fait, donc cet air va pouvoir contourner l'aile. Donc ça va créer des tourbillons des deux côtés, et ça peut faire des très belles photos, comme vous voyez. Ça sont assez sympas, hein. Mais sachez que ça peut être dangereux pour l'aéronautique. Là, j'ai une petite vidéo également. Donc c'est en anglais, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc un Robin DR400, c'est un petit avion. Vous allez voir décoller cet avion. Ah oui, j'imaginais bien que le pilote, il n'a pas fait ça pour le plaisir. Ça s'est mal terminé, justement. Alors les enquêteurs, ils ont vu, en analysant cette vidéo de quelqu'un qui était au bord du terrain, qui filmait, ils ont vu que le pilote appliquait justement une correction pour remettre l'avion à plat. Donc il a vraiment fait la bonne manœuvre pour essayer d'en sortir. Ils se sont rendus compte également qu'il y avait là un autre avion qui avait décollé 39 secondes avant ce petit DR400. Cet avion, c'est un Antonov 2, c'est un avion russe des années 40. Donc il pèse 5 tonnes 5, il décolle à faible vitesse. Donc vous voyez, c'est pas non plus énorme, hein, c'est pas un avion de ligne. Mais pourtant, c'est déjà assez gros. Voilà ce qui se passe quand un Antonov 2 passe dans de la fumée. Vous voyez très bien les tourbillons qui se forment en bout d'aile. Voilà, il va y avoir la même séquence, mais filmée depuis l'avion. Alors vous imaginez bien que si vous rentrez là-dedans en petit avion, ça va être problématique. Donc ils ont fait une modélisation mathématique. Voilà ce que ça donne. Donc c'est des tourbillons qui descendent derrière l'avion, qui sont assez gros. Plus l'avion est gros, plus les tourbillons vont être énormes. Plus il est lourd aussi, plus ces tourbillons seront grands. Donc ils ont fait des essais en vol, tout simplement ils sont montés à une altitude assez élevée et ils ont simulé exactement la même chose. Voilà ce que ça donne. Le pilote rentre volontairement dans la turbulence de sillage et vous voyez que l'avion se retourne, donc à basse altitude il n'y a vraiment aucune chance de s'en sortir. Donc c'est pour ça que derrière un avion, on va toujours attendre 2 minutes avant de pouvoir décoller. Donc vous voyez ça, si vous traînez un petit peu au bord des aéroports, vous voyez un avion qui décolle. Le suivant ne va pas décoller juste derrière. C'est simplement pour cette raison-là. Il faudra attendre 2 minutes avant le décollage du suivant. Donc même si ça fait des très belles photos, là vous voyez encore une fois, ça peut être très dangereux pour l'aéronautique. Voilà. Vous avez des questions ? Alors ça c'est... je vais essayer de revenir sur l'image. On va pas essayer de compter, mais...
Voilà. Donc ça, c'est vraiment à 17h40, c'est on va dire une heure de pointe. Les heures de pointe, ça sera le matin à 6h, en fin d'après-midi, et puis le soir de nouveau vers 21h, 22h, puisque c'est là où les gens vont rentrer chez eux. Alors souvent aussi le vendredi, vous voyez beaucoup plus d'avions que les autres jours de la semaine, ou le lundi matin. La nuit, si vous prenez la même image la nuit, il y aura peut-être 10 avions. Donc c'est vraiment extrêmement variable par rapport à l'horaire sur lequel vous êtes. Sachez aussi que c'est vraiment en Europe qu'il y a beaucoup de trafic. Si vous prenez la même chose sur l'Afrique par exemple, ou sur la Russie, il n'y aura pas du tout la même quantité d'avions. Donc je ne peux pas vous donner un chiffrage exact. Voilà, le mieux c'est que vous alliez directement sur ce site à différents horaires, vous verrez par vous-même ce que ça peut donner. Une question dont vous n'aurez peut-être pas la réponse. À la suite d'un Médée émis par un avion, oui. quels sont les dispositifs de sécurité qui sont mis immédiatement en place? Alors, les contrôleurs aériens sont formés du coup pour traiter ce genre de situation. Donc, cet avion va avoir la priorité d'atterrissage. Il y a un ordre de priorité en fait. Il y a d'abord les avions gouvernementaux, ensuite les ambulances aériennes et ensuite tout le reste du trafic. Si un avion déclare Médée, il va passer devant tout le monde. Il va vraiment avoir la priorité à l'atterrissage. Les contrôleurs vont essayer de lui donner une approche courte. Ils vont essayer de le guider au maximum. Ils savent que le niveau de stress des pilotes est sans doute élevé. Ils vont vraiment essayer d'organiser un maximum de choses. En dehors de ça, il n'y a rien d'autre qui est mis en place au niveau de l'organisation des secours. Donc au niveau pompier, peut-être que je me trompe, Philippe, mais je pense qu'au moment de la déclaration d'un Médée, il n'y a rien de plus qui est mis en place. Oui. Oui, d'accord, oui. Une question, tu parles de priorité au niveau des vols. Est-ce que l'armée de l'air est prioritaire sur l'armée civile, sur l'aviation civile? Sur l'aviation civile? Alors normalement non. Si c'est pas un vol gouvernemental, ils n'ont pas plus de priorité que les avions civils. Par contre, il y a des aéroports qui sont uniquement militaires. Vous avez en France tout un tas d'aéroports. Ici, il y a Mont-de-Marsan, Cazaux, Cognac, Aix, Salon de Provence, qui sont des aéroports qui sont militaires, qui sont réservés au trafic militaire. Voilà. Et au niveau des plafonds, par rapport à l'aviation civile, ils sont tous les vols ou Alors oui, je n'ai pas connaissance exactement du domaine de vol d'un Mirage 2000 par exemple, mais c'est des avions qui sont très performants à la fois à très basse altitude et très haut, puisqu'ils sont faits aussi pour intercepter des avions de ligne. Donc j'imagine qu'ils montent encore beaucoup plus haut qu'un Airbus. Et puis on les voit souvent aussi à très basse altitude, notamment ici, on les voit passer parfois, où ils font de l'entraînement tactique. Ils volent aussi bas en fait pour éviter d'être captés au radar. Donc c'est de l'entraînement militaire. Donc ils volent vraiment un peu à toutes les altitudes et je pense beaucoup plus haut que nous. Je me permets de vous poser une question supplémentaire parce que j'ai vécu un événement en allant sur Montréal. En partant de Toulouse, on avait un vol direct. Je ne sais plus, je crois que c'était un 747. Et j'ai fait un malaise physique dans l'avion. Et le pilote a demandé à 2 reprises, par l'intermédiaire d'un médecin du SAMU qui était à bord, si l'avion devait se poser compte tenu de mon état de santé, devait se poser dans un premier temps partant de Toulouse en Angleterre. J'ai pas trop compris, moi j'étais dans les vapes un peu. Et puis après, en deuxième temps, il a demandé s'il allait se poser à Saint-Pierre-et-Miquelon au besoin. Un avion qui se déroute comme ça de son plan de vol, comment il fait pour prévenir la tour de contrôle en disant j'ai un malade à bord, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'organisation terrestre? D'accord. Alors, donc si vous êtes passé par l'Angleterre pour aller de Toulouse à Montréal, c'est normal parce qu'en fait c'est la route orthodromique, comme on dit. Donc c'est le chemin le plus court sur une sphère. Si vous prenez un fil de laine, vous le mettez sur votre globe entre Montréal et Toulouse, vous verrez que ça passe sensiblement sur l'Angleterre. Donc voilà pour ça déjà. Ce qui se passe quand donc, il y a un malade à bord, ça va être la décision finale, sera auprès du commandant de bord de décider de dérouter l'avion ou non. Alors lui, il n'a pas la compétence médicale pour juger l'état du patient. Les hôtesses et stewards sont formés au premier secours et ils ont un peu plus
cette idée-là. Souvent, il y a aussi un médecin à bord, ou là, en l'occurrence, quelqu'un du SAMU. En dehors de ça, les pilotes vont contacter, ils sont toujours en fait en contact radio, même au milieu de l'Atlantique, c'est juste une autre gamme de fréquences qui est moins bonne, c'est des hautes fréquences, donc ça va être beaucoup plus lourd comme procédure, mais les pilotes seront toujours en contact radio avec des contrôleurs au sol, et ils vont pouvoir analyser le cas du patient par rapport aux symptômes. Ils vont essayer de faire venir un médecin à la tour qui pourra donner un pronostic un peu plus précis. Je parle de l'organisation d'un atterrissage impromptu d'un avion qui doit atterrir. D'accord, oui, très bien. Alors, tous les avions de ligne en fait déposent un plan de vol, donc ils ne peuvent pas juste décoller et atterrir comme ils veulent. Un plan de vol, c'est tout simplement une feuille de papier qui explique la route que va suivre l'avion, plein de choses en fait, l'altitude. Et tous les centres de contrôle en route vont recevoir ce plan de vol. Donc, tous les contrôleurs sur la route vont être au courant que cet avion va passer. Et ensuite, donc, s'il y a un déroutement, tout est mis en place en fait pour permettre à cet avion d'atterrir. Voilà. Alors, ils vont peut-être pas faire dérouter les autres avions, sauf si effectivement c'est une urgence médicale ou donc là, on a un autre degré, si vous voulez, d'urgence, qui est le PAN-PAN, qui est en dessous du BD. Un PAN-PAN médical qui permettra d'avoir la priorité quand même sur les autres trafics qui vont aller sur le même aéroport. Voilà, donc ça c'est mis en place, et après sur tous les aéroports il y aura une cellule de pompiers, puisque les aéroports internationaux, à partir du moment où il y a un trafic commercial, il faut un certain nombre de pompiers, de camions de pompiers, d'ambulances sur place, donc ils vont s'occuper du cas. Voilà, mais en tout cas, à partir du moment où une urgence est déclarée, il n'y a pas de souci pour se poser sur n'importe quel aéroport qui est équipé. Voilà. D'accord. En l'occurrence, c'était où ? Donc Toulouse-Montréal, finalement la doctoresse du SAMU qui était dans l'avion a jugé que sous perfusion je pouvais arriver jusqu'à Montréal, on a atterri à Méradel. Par contre, on a vu les premiers monter, c'était pas les pompiers, les premiers monter c'était la police de l'air. Ah oui. Ils nous ont piqué les passeports, d'abord en priorité. Ah d'accord. Les passeports en premier, avant de savoir ce que j'avais. Ouais, ok. Après j'ai été évacué sur un hôpital à Montréal. J'avais fait un médicament qui m'a pas attendu dans l'avion, je me suis évanoui par Ouais, ça arrive de temps en temps. L'organisation à bord de British Airways. Ouais. Ouais, et puis il y a une trousse de premier secours également à bord. Maintenant, les défibrillateurs sont obligatoires dans les avions de ligne depuis cette année. Donc il y a plein de choses en fait qui sont à bord qui permettront de gérer les cas qui peuvent survenir. Je vous recommande British Airways. Oui. Oui, bonjour Laurent, pilote privé amateur. Donc je pose une question d'amateur. Comment peut-on perdre un avion comme celui qu'on a perdu en Malaisie ? Alors ça c'est une très bonne question. Je vais essayer d'y répondre du mieux que je peux. Alors il y a plein d'interrogations effectivement à ce sujet-là. Alors il faut savoir déjà qu'en Malaisie, les stations radars sont certainement pas les mêmes, c'est pas les mêmes équipements que chez nous. Donc certainement il y a des difficultés à ce niveau-là. Tous les avions ne sont pas en liaison satellite non plus. Donc je ne sais pas comment équiper la Malaisiane, mais en tout cas effectivement moi je suis aussi assez surpris par rapport à la disparition de cet avion. Après il faut savoir qu'effectivement comme ils n'avaient pas la trace radar exacte, ça fait une surface énorme à surveiller en fait. Donc on peut imaginer effectivement que ça soit compliqué. Après bon, je ne peux pas en dire plus à ce sujet-là, je ne pense pas être compétent davantage par rapport à ça. D'autres questions ? Voilà, je voulais savoir s'il y a un rayon minimum à respecter au-dessus des grandes villes pour un avion de ligne et une altitude aussi à respecter minimum, quoi. Alors, en croisière, en fait, on peut passer au-dessus des villes à 10 km, il n'y a aucun problème. Par contre, pour effectivement les phases de décollage et d'atterrissage, il y a des trajectoires très précises à suivre. En Europe, il y a beaucoup de capteurs en fait, de son qui sont près des aéroports à certains endroits et qui vont capter le nombre de décibels en fait, reçus par l'avion. Donc s'il y a une déviation de trajectoire, ça va tout de suite être capté et les compagnies aériennes vont devoir payer une amende qui est vraiment très élevée. Ça va de plusieurs dizaines de milliers d'euros par avion qui dévie de la route. Voilà.
Donc tout est quand même fait, surtout de plus en plus en fait. Avant ça se faisait pas du tout, mais de plus en plus les trajectoires des avions évitent vraiment les endroits les plus urbanisés. Mais par exemple, un exemple au-dessus de Paris, par exemple une distance de on va dire 50-60 mètres, c'est bas. Pour un avion de ligne genre 727 ou un gros biréacteur quoi. Oui voilà, alors il faut savoir quand même que en fonction de l'orientation des pistes, les avions de ligne sont obligés de s'aligner dans l'axe de la piste à au moins 6 voire 10 nautiques, donc ça fait à peu près 20 km. Ils sont obligés d'être établis sur cet axe d'approche finale. Donc là, on ne peut pas éviter en fait cet axe-là. Il va descendre au fur et à mesure, donc plus il va être près de la piste, plus il va descendre. Effectivement, dans ce cas-là, il n'y a pas d'évitement possible. D'accord, je vous remercie. Merci à vous. Bonjour, je voudrais revenir sur la question que je voulais poser, là, qui était posée précédemment sur la disparition de cet avion de ligne. Quel appareil vous disposez, quel matériel vous disposez dans l'avion, justement pour pouvoir être suivi par les satellites? Alors c'est un système qui s'appelle un système ACARS, c'est un système qui est dans l'avion, toutes les compagnies européennes, je pense, sont équipées de ce système, parce que ça nous permet de communiquer avec la compagnie, de prendre des météos même en vol, donc d'actualiser toutes ces informations-là. Il faut en fait un équipement au niveau d'une antenne par rapport à ça. Il faut aussi, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'il faut payer le service, puisque les satellites, ce n'est pas chaque compagnie qui a envoyé son satellite. Donc c'est un service qui est proposé et les compagnies doivent sans doute payer pour pouvoir utiliser ce service. Et voilà, c'est principalement donc ça. Et donc au niveau de l'équipement à bord de l'avion, il y a un petit quelque chose à installer, et puis après c'est sans doute principalement des moyens financiers. Oui, donc tous les avions ne sont pas équipés de ce matériel-là? Pas à ma connaissance, je pense pas. En Europe, principalement, tout le monde se sert de ce système-là, mais je ne sais pas, je ne saurais pas vous répondre, franchement, pour d'autres compagnies. Oui, dans ce qu'on avait entendu, moi ce que j'avais compris à la télévision, c'est que cet avion-là, il y a un matériel qui avait pu être débranché par le personnel. Alors ça c'est autre chose, ça c'est un transpondeur. Transpondeur c'est en fait un petit boîtier, ça par contre c'est effectivement tous les avions de ligne sont équipés. C'est un code à 4 chiffres en fait qu'on va rentrer à la demande du contrôleur, et le contrôleur il verra sur son écran radar ce code apparaître. Donc comme ça il pourra savoir que tel avion sur son écran c'est bien tel avion dans le ciel, et il va savoir à qui s'adresser. Donc ça effectivement ce transpondeur c'est un petit boîtier qui est dans l'avion qui s'allume, s'éteint de façon manuelle. Donc c'est sur une action du pilote, effectivement. Voilà, donc ça c'est autre chose. Le transpondeur, c'est un système vraiment pour les contrôleurs aériens, pour permettre de voir l'avion dans le ciel. Voilà. Je voulais vous dire, j'ai piloté à partir d'un simulateur. L'Airbus A380 à Port-la-Nouvelle. D'accord. Et il y avait une dame là, qui me drivait un petit peu à côté, parce que je n'avais jamais piloté un avion ni de cette taille-là, ni plus petit. Et je me suis toujours posé la question, comment un pilote d'avion, même avec la plus grosse formation, il arrive à penser à tout ce qu'il faut penser quand il y a tous les interrupteurs, les compteurs, les planos, les machins. Moi, je me suis craché à l'arrivée à Hong Kong. Ah oui, j'ai tué 880 personnes à l'atterrissage, parce que je n'avais pas pensé au volet d'intrado, au train d'atterrissage, aux réserves de carburant, vérification de ceci, de cela en même temps. Mais il y a un gros automatisme qui fait le travail à la place du pilote, vraisemblablement. Oui, alors déjà, ça me rassure ce que vous dites, parce que comme ça, je sais que ma formation, je n'ai pas faite pour rien, apparemment. Alors, en fait, ce qui va aider le pilote, c'est ce qu'on appelle un système comment on pourrait expliquer ça? En fait, le pilote ne va pas tout faire en même temps. Il y a un ordre des actions en fonction de la phase de vol. Quand le pilote arrive à l'avion, il sait exactement, il y a ça à faire. Il ne va pas s'occuper du reste. Avant le décollage, c'est la même chose. Il y a ça à faire, et puis rien d'autre. Donc en fait, à chaque phase, ça va être très cloisonné, les choses à faire, et puis il faut pouvoir gérer donc cet ordre de priorité. C'est sûr que peut-être que quand on est aligné sur la piste, on ne se pose pas encore la question du carburant qui nous restera à l'arrivée. On aura fait ça avant, à la préparation du vol, ou après en croisière, quand on aura plus de temps. Donc c'est vraiment c'est des procédures qui sont mises en place par la compagnie. Ça s'appelle des SOP, pour Standard Operating Procedures. C'est un gros livre qui explique tout simplement.
les actions à faire par les pilotes à quel moment. Voilà. Donc c'est ça qui va aider. Donc en plus, comme c'est un équipage à deux, chacun a un rôle défini. Sur un aller-retour, par exemple, le commandant de bord va voler, piloter l'avion à l'aller, le copilote fera la radio, toute la gestion des systèmes, et au retour, on va inverser les rôles. Donc comme ça, chacun sait exactement ce qu'il a à faire. Alors, d'autant plus dans une compagnie où il y a beaucoup de personnel, souvent on vole peut-être une fois tous les 2 ans avec la même personne, donc il faut que chacun ait exactement le même processus, exactement. Sinon ça serait impossible en fait de gérer de faire du vol commercial. Donc chacun doit connaître exactement ce qu'il a à faire ou à quel moment, et puis ça se passe très bien. Voilà. Avec un peu d'entraînement, je suis sûr que vous saurez vous poser à Hong Kong. Une dernière question, puis je ne vous embête plus. Est-ce qu'il faut être vraiment fort en maths pour passer un brevet de pilote de premier niveau? Non, vraiment, ça c'est aussi une idée courante. C'est beaucoup de bon sens, honnêtement. Il y a des phénomènes, comme vous l'avez vu, des phénomènes qu'on peut expliquer de manière simple, parce que vous voyez ça dans la vie de tous les jours, vous connaissez le phénomène, c'est juste que là, il faut l'adapter à l'aviation. Et en fait, c'est vraiment abordable pour tout le monde avec un minimum de connaissances, je dirais plutôt en physique qu'en maths, justement, ces choses-là que... Après, il y a plein d'analogies qu'on peut faire, comme le tuyau d'arrosage, la bouteille de champagne qui se débouche. Et avec ça, ça permet de comprendre vraiment le phénomène. Mais c'est vraiment abordable pour tout le monde en aéroclub. Voilà. Merci. D'autres questions? Oui? Oui? On a vu tout à l'heure la puissance des moteurs, par exemple, sur un long courrier, comme par exemple un 747 ou ce genre de choses. C'est sur de la Réunion, si je ne me trompe pas. Oui, c'est à Saint-Martin, c'est une autre île, mais dans les Antilles. Voilà. Et je voulais juste savoir, est-ce qu'il peut y avoir des conditions comme ça pour les personnes qui sont au sol, ou d'une certaine manière, un avion comme celui-là à basse altitude, on n'entend même pas, quoi. Non, ça c'est, on n'aura pas ce souci-là, parce qu'aux vitesses auxquelles on vole, on va entendre l'avion avant qu'il arrive. Ça c'est une histoire de mur du son, ça c'est une notion que tout le monde connaît en fait. En fait, c'est simplement que l'avion vole plus vite que le son, donc il va être là avant qu'on l'entende, pour faire même sur une phase d'atterrissage Non, dans ce cas-là, on sera à des vitesses beaucoup plus faibles. Alors en aviation commerciale, le seul avion qui était capable de voler à ces vitesses-là, c'est le Concorde, qui a été arrêté. Et donc en croisière, le Concorde est volé à une vitesse d'environ, on va dire 2600 km/h, donc c'est plus de 2 fois la vitesse du son. Par contre, en phase d'atterrissage, on était plutôt aux alentours de 300 km/h, donc c'est déjà beaucoup plus faible. Voilà. Donc pendant toutes ces phases de décollage d'atterrissage, les constructeurs d'avions vont faire en sorte que les avions volent à des vitesses faibles, puisque plus on vole lentement, moins il faudra de pistes pour se poser. Donc quoi qu'il arrive, le son des réacteurs, on l'entend, quoi. Oui, tout à fait. Ça marche. D'autres questions? Bon, je vous remercie en tout cas pour votre attention. Et puis n'hésitez pas, je pense que je vais rester un petit peu par ici, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à venir me voir. Voilà, merci beaucoup. Si toutefois vous avez des questions, Mathias sera à votre disposition, il va bien aller boire un petit café, je suppose, ou boire quelque chose après cette longue conférence qui a été extrêmement intéressante. Merci encore de votre présence et de vos questions, et puis rendez-vous, on vous fera une annonce micro pour la prochaine tout à l'heure. Impeccable, merci.